Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. L'attente interminable au Gabon. Il n'y a toujours pas de fumée blanche qui se dégage de la Cour constitutionnelle. Elle doit se prononcer sur le recours de Jean Ping après la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba. Dans la capitale, le climat reste tendu. Les habitants ont déserté les rues de crainte de nouvelles violences. La fin de la visite de Manuel Valls au Sénégal, un voyage dominé par les thèmes de la sécurité régionale, mais aussi du développement. Plusieurs projets ont été présentés au chef du gouvernement français. Reportage dans ce journal à l'Institut Pasteur de Dakar. Et puis, nous irons en Guinée-Bissau. Le pays se plonge dans son passé douloureux. Un mémorial de l'esclavage et de la traite négrière a vu le jour dans la ville côtière de Cachéou. Le suspense continue au Gabon. La décision était attendue d'aujourd'hui, mais les heures passent et la Cour constitutionnelle gabonaise n'a toujours pas tranché le contentieux électoral entre le président sortant Ali Bongo Ondimba et son rival Jean Ping. Elle doit soit confirmer la victoire du chef de l'État, soit demander le recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué, fief de la famille Bongo. À Libreville, les rues de la capitale sont désertes. Les Gabonais retiennent leur souffle et ont pris d'assaut les magasins. Ils craignent une nouvelle flambée de violence. Écoutez les détails de notre correspondant Marcel Amoko dans la capitale gabonaise. Oui, une attente insoutenable ici à Libreville, car la Cour constitutionnelle doit déclarer qui finalement d'Ali Bongo ou de Jean Ping est le vainqueur de l'élection présidentielle du 27 août dernier. Vous le savez, le candidat de l'opposition conteste la victoire attribuée au président sortant Ali Bongo et les deux camps ont d'ailleurs eu l'occasion hier de confronter leurs arguments au cours d'une audience publique au cours de laquelle le juge rapporteur a eu l'occasion de présenter son rapport final. L'affaire a été ensuite mise en délibéré, en principe pour ce vendredi, mais à l'heure qu'il est, l'on ne sait toujours pas si cette audience qui devrait donc dénouer cette crise post-électorale aura bel et bien lieu. Pendant ce temps, les rues sont désormais quasi désertes ici à Libreville. Pendant toute la journée, les populations se sont bousculées devant les boulangeries, les supermarchés ou les magasins pour faire des prévisions. Tout le monde redoute ici une nouvelle flambée de violence comme celle qui avait suivi la proclamation des résultats le 31 août dernier. Des résultats qui, je vous le rappelle, donnaient le président sortant Ali Bongo vainqueur de cette élection présidentielle. Et puis on a appris l'arrestation à Libreville de l'ancien patron du renseignement, Léon Paul Ngoulakia, cousin du président. Il est récemment passé du côté de l'opposition. La mise en garde de Fatou Bensouda. Après les violences survenues en RDC, la procureure de la Cour pénale internationale affirme surveiller la situation de très près sur le terrain avec une extrême vigilance, a-t-elle dit. Fatou Bensouda a par ailleurs lancé un appel au calme et à la retenue. En début de semaine, je vous le rappelle, les affrontements à Kinshasa ont fait plusieurs dizaines de morts. Les troubles ont opposé les forces de sécurité à l'opposition qui exige le départ du président Kabila à la fin de son mandat prévu à la fin de l'année. Et je vous le disais en titre, Manuel Valls achève son voyage au Sénégal ce vendredi. L'occasion pour le Premier ministre français d'évoquer les relations économiques entre les deux pays. Un accord a d'ailleurs été signé pour le financement d'une nouvelle usine d'eau potable alimentant Dakar. D'autres projets ont été présentés à Manuel Valls, et notamment celui de l'Institut Pasteur. Déjà présent depuis 80 ans, l'Institut va ouvrir d'ici peu une nouvelle unité de fabrication de vaccins de fièvre jaune. Voyez ce reportage dans leurs locaux de Dakar par notre correspondante Sarah Sako. C'est un institut chargé d'histoire à l'image de son édifice. En centre-ville de la capitale, l'Institut Pasteur de Dakar conduit des recherches bactériologiques depuis près d'un siècle. C'est ici, à l'Institut Pasteur de Dakar, que le premier virus humain au monde a été isolé, puisqu'il s'agit du virus de la fièvre jaune, et qu'il a été isolé en 1927 dans cet institut. Le docteur Sall et ses équipes sont spécialistes de la fièvre jaune, mais pas seulement. Ils ont exporté leur savoir-faire en Guinée pendant l'épidémie d'Ebola ou jusqu'au Brésil l'an dernier lors de l'explosion du virus Zika. La plupart des virus sur lesquels on travaille circulent en Afrique et donc nous avons accès au terrain, on a accès aux malades lors des épidémies et donc on peut
mieux connaître ces virus et mieux les comprendre. Mais la spécificité de l'Institut, c'est la production de vaccins contre la fièvre jaune depuis près de 80 ans. C'est l'un des 4 producteurs au monde, le seul sur le continent. 8 millions de doses sortent chaque année de cette unité de production à destination de l'Afrique. On produit de la même façon que les gros pharma comme Sanofi en Europe. Et on produit sur des œufs en fait, qui sont produits en Allemagne, qui sont des œufs exempts d'organismes pathogènes très spécifiques dans lesquels on va multiplier le virus. Une nouvelle unité devrait voir le jour dans le futur pôle urbain de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, et accroître cette production. Il y a des épidémies même actuellement, il y a des risques d'exportation vers l'Asie. Donc ce qui rend extrêmement important cette production de vaccins. Ce qui est prévu, c'est de produire 15 millions de doses par an. Mais par contre, en cas de pénurie, donc lorsqu'il y a des épidémies par exemple, on est capable de monter jusqu'à 30 millions de doses par an. Les premiers lots sont attendus en 2019 et devraient permettre de limiter les pénuries récurrentes de ce vaccin. Allez, dans le reste de l'actualité, en bref et en images, 32 ans après l'avoir quitté, le Maroc demande officiellement à réintégrer l'Union africaine. Le retour du Royaume en tant que membre de l'organisation devra d'abord être validé par un vote au sein de la Commission. Rabat avait claqué la porte de l'organisation de l'Union africaine, ancêtre de l'Union africaine, en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique, aussi connue sous le nom de Sahara occidental. Fin juillet, Mohamed VI avait déclaré que la récente décision de son pays de réintégrer l'Union africaine ne signifiait pas le renoncement du Royaume à ses droits sur le Sahara occidental. Le bilan du naufrage du bateau de migrants au large de l'Égypte a été revu à la hausse. De nouveaux corps ont été repêchés à la mi-journée. Au moins 133 personnes ont perdu la vie. Selon le ministère égyptien de la Santé, 166 autres ont pu être secourus. D'après certains témoignages, près de 450 migrants se trouvaient à bord de l'embarcation de fortune. Il s'agirait en majorité d'Égyptiens, mais aussi de Soudanais, d'Érythréens et de Somaliens. Selon les autorités, 4 passeurs présumés de nationalité égyptienne ont été arrêtés sur des soupçons de trafic d'êtres humains et homicide involontaire. Le président malien tire la sonnette d'alarme en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ibrahim Boubacar Keïta dénonce l'extension des actions terroristes et de banditisme au centre du pays. Il évoque notamment la multiplication des trafics d'armes, de drogue et de migrants. Pour le chef de l'État malien, ces activités minent l'application des accords de paix. Des affrontements entre groupes signataires ont fait une dizaine de morts le 16 septembre dernier dans la région de Kidal. Au Zimbabwe, la sécheresse a des effets dramatiques. Le pays doit faire face à de graves pénuries alimentaires. Le sud du pays est particulièrement touché et les enfants sont les plus grandes victimes de cette crise. Le récit d'Emilie Kaminski. Fuir pour trouver une vie meilleure. Récolte détruite, bétail décimé. Face à la sécheresse et à la crise économique au Zimbabwe, certains n'ont plus d'autre solution que de laisser leurs enfants derrière eux pour trouver du travail à l'étranger. Les grands-parents prennent alors le relais, mais l'argent tarde souvent à arriver. Notre fils est parti au Botswana l'année dernière et il n'a jamais rien envoyé à la maison pour ses enfants. Au bout d'un moment, sa femme est partie aussi parce qu'on n'arrivait pas à joindre les deux bouts. À 79 ans, Solomon Ndebele doit maintenant compter sur les dons pour nourrir ses petits-enfants. Une situation de plus en plus courante qui inquiète les services sociaux. Lorsque les parents émigrent au Botswana ou en Afrique du Sud, ils confient leurs enfants aux grands-parents qui n'ont pas les moyens de s'occuper d'eux. Et c'est un vrai défi pour nous d'aider ensuite ces enfants. À peine sortis de l'adolescence, certains doivent déjà se débrouiller seuls. C'est le cas de Vanessa. À 17 ans, c'est elle le chef de famille. En attendant le retour de sa mère, il lui reste ce portrait pour ne pas oublier son visage. Maman est allée en Afrique du Sud pour chercher du travail. Elle ne nous a rien envoyé depuis qu'elle est partie. Elle a seulement appelé 2 fois pour nous dire qu'elle n'avait pas encore trouvé de travail. Avec la sécheresse, l'accès à la nourriture est devenu la priorité pour les enfants zimbabwéens. Selon l'UNICEF, ils sont aujourd'hui plus d'1 million à souffrir de malnutrition.
La Guinée-Bissau exhume la mémoire de l'esclavage. Un mémorial a été bâti au port de Cachéou, capitale de l'ancienne colonie portugaise. La ville fut le lieu de passage de millions d'esclaves envoyés vers le Nouveau Monde. Le récit en images de Fabien Hoffner. Marqués, fouettés et attachés. Entre le 15e et le 18e siècle, des centaines de milliers d'Africains ont été envoyés en Amérique depuis la Guinée-Bissau. Un mémorial de l'esclavage ouvre ses portes dans la ville de Cachéou, autrefois l'un des centres névralgiques de la traite négrière. Il se pratiquait ici un commerce de produits locaux et autres. Mais comment cet échange se faisait? Il s'y pratiquait en fait des échanges directs de produits locaux contre des hommes et de produits européens contre des hommes. Plusieurs traces témoignent de cela. Ces hommes partaient vers les Amériques très affaiblis. Cette casserole commune servait à nourrir tous les esclaves. Cette marmite était trop petite, alors chacun prenait une petite part. Les recettes étaient basiques et rapides parce qu'il fallait vite retourner travailler. D'autres lieux symboles de l'esclavage sont aujourd'hui ouverts aux touristes. L'île sénégalaise de Gorée est régulièrement visitée par des chefs d'État comme le président américain Barack Obama en 2013. Et la Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres du monde, veut aussi sa part des recettes touristiques. L'idée du musée est née en 2010 lorsque des descendants d'esclaves identifiés grâce à leur ADN ont fait le voyage jusqu'à Cachéou depuis le Brésil et les Antilles. Quand ils sont venus, ils ont commencé à raconter l'histoire. Beaucoup de gens ont pleuré ce jour-là et d'autres se sont dit que peut-être celui-là est mon parent. Et après, on a organisé la danse et même moi, j'ai dansé ce jour-là. En Guinée-Bissau, l'histoire de l'esclavage n'est toujours pas enseignée à l'école. À Cachéou, on espère que les touristes viendront découvrir, grâce au musée, le passé colonial traumatisant du pays. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Tout de suite, Paris Direct continue avec Laure Manin. Je vous retrouve quant à moi dans 45 minutes. À tout à l'heure.